Bon, donc vous avez deux feuilles. Hein. Moi, je vais me baser sur la feuille écrite, là, qui est intitulée Saint François de Sales et Saint Jean Bosco. François de Sales, donc, il représente l'époque de la Renaissance, des guerres de religion, c'est pas le lieu de détailler. Jean Bosco représente la révolution industrielle, le suite de la Révolution française. Donc ce sont deux époques marquantes, une au XVIe siècle, l'autre au XIXe siècle. Mais entre les deux, il y a tout de même environ 250 ans. Et on les associe tous les deux. Alors, bien sûr, moi, je suis le nom officiel de ma société, ce n'est pas Salésien de Don Bosco. Non, non, ce n'est pas le nom. Le nom officiel de ma société, ma congrégation, c'est Société de Saint François de Sales. Donc, il y a une raison. C'est pourquoi j'ai pensé que le mieux, comme on ne peut pas être trop long, c'était de trouver un texte qui fasse le lien entre les deux. Ce texte, vous l'avez sous les yeux. Je vais commencer par le lire. C'est où la Salésie? Je ne sais pas si vous savez où c'est, mais enfin, ça va peut-être vous aider à comprendre. Alors je lis simplement. Au début d'une retraite, on fit la présentation des animateurs. Un père jésuite de Malte et un père salésien. Une des participantes, après un bref temps de réflexion, risqua cette question. C'est où la Salésie? Faute de pouvoir localiser ce pays, peut-on savoir d'où vient le nom de Salésien? Au lieu d'aller chercher dans l'histoire, qui reste sujette à erreur, nous avons préféré nous adresser directement à Jean Bosco. C'était le 8 décembre et il avait un visage vraiment radieux. Nous réserva un chaleureux accueil. Don Bosco, pourquoi ne pas avoir appelé vos religieux bosconiens ou boscovites? Êtes-vous contre le culte de la personnalité? Je sais bien qu'on m'a reproché d'être un des saints qui s'est laissé le plus photographier. Faut-il en déduire que je ne sois pas très humble? J'ai quand même été canonisé, c'est bon signe. Ça n'a pas été tout simple, paraît-il. Oh, j'ai quand même rendu quelques services à l'Église, non? Mais soyons sérieux. C'est le mot salésien qui vous étonne? Vous devez savoir que j'ai voulu que François de Sales soit le saint patron de tout ce que j'ai entrepris. Pourquoi m'avoir choisi plutôt qu'un autre? Vous ne vous ressemblez pas tellement. François de Sales, c'était un évêque, un docteur de l'Église, et ne courait pas après les gosses. D'abord, François de Sales était un saint très vénéré dans le Piémont. Quand j'étais aumônier chez la marquise de Barolo, je voyais au pied de l'escalier, chaque fois que j'entrais chez elle, le médaillon de l'évêque de Genève. Mais je le connaissais depuis longtemps et j'étais attiré par lui, car contrairement à ce que vous pourriez penser, nous avions bien des points communs. Lesquels, s'il vous plaît? D'abord, sa légendaire douceur. Il disait qu'on ne prend pas des mouches avec du vinaigre. Oh, c'est un peu démagogique, semble-t-il. Non.
Sa délicatesse, son tact résultaient d'un véritable amour pour les hommes. Il voulait les faire aimer Dieu. Cela correspondait parfaitement à la façon dont j'envisageais mes relations avec les jeunes. C'est d'ailleurs le fondement de la pédagogie salésienne. C'est chez lui que j'ai pris ma devise. Donnez-moi des âmes, peu m'importe le reste. Ce que j'ai aimé aussi chez lui, sa confiance dans les hommes, y compris chez les jeunes. Il les croyait capables de beaucoup de choses sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. Il était foncièrement optimiste. Mais Don Bosco, nous croyons savoir que la douceur n'était pas le trait particulièrement marquant de votre personnalité. On vous a vu plus d'une fois combatif. Et François de Sales, donc, il a été un fougueux défenseur de la foi, surtout par la plume. Entre parenthèses. Moi aussi, j'ai toujours cru dans la presse, et ça me fait plaisir que les Salésiens d'aujourd'hui continuent à lui accorder de l'importance. Pensez-vous que les qualités de François de Sales et les vôtres sont encore d'actualité dans le travail apostolique des Salésiens d'aujourd'hui? Les Salésiens ne font pas nécessairement ce que j'ai fait, comme je l'ai fait. C'est normal. Mais tenez, je vais vous avouer que je me suis permis une indiscrétion. Hier soir, je me suis glissé incognito et invisible parmi les Salésiens de Paris et de la banlieue qui se sont réunis pour fêter Marie Immaculée. Et de quoi ai-je entendu parler? Presque uniquement de jeunes, des délinquants libérés, des garçons des HLM, des handicapés, des élèves qui, même dans les écoles chrétiennes, n'ont plus la foi et qu'il faut aller pêcher au compte-gouttes. Ils en avaient plein la bouche. Alors je me suis dit, même clientèle, même boulot, même ardeur. Bravo mes fils. DBA, entre parenthèses, c'est Don Bosco aujourd'hui, hein, c'est la revue des Salésiens. DBA. Il y a tout de même quelque chose qui vous différencie complètement de François de Sales. Il a beaucoup collaboré avec la gent féminine, il avait sa culotté. Alors que vous, passez plutôt pour misogyne. Jean Bosco. Êtes-vous si ignorant de l'histoire? Bien sûr, j'ai eu des démêlés avec la marquise de Barolo et ses filles. J'ai préféré mes gamins de la rue. C'est certain aussi que, de mon temps, nous étions, comment dirais-je, plus réservés. Mais vous rappellerai-je qu'il y a eu, dans ma vie, Thérèse Molia, grâce à qui j'ai pu gagner mon pain à une époque de famine. Il y a eu ma mère, maman Marguerite. Qu'aurais-je fait pour les jeunes si elles n'avaient pas été là? Et toutes ces dames bienfaitrices, Dieu si elles m'ont été utiles. Et encore Marie-Dominique Mazzarello, qu'on a bien fêté cette année, elle a été un signe du ciel pour moi et pour les Salésiennes. Il y a eu surtout dans ma vie, toute ma vie, Notre-Dame, avec qui j'ai tout réalisé, main dans la main. Avez-vous un message à transmettre aux Salésiens et aux Salésiennes? Dites-leur d'être optimistes, de ne pas croire trop vite que la société salésienne est dépassée aujourd'hui. Tant qu'il y aura des jeunes déshérités, pauvres, sous n'importe quelle forme, il y aura besoin de relève pour continuer le travail de Don Bosco dans l'esprit de François de Sales. Bon, je vous ai donné ce texte-là
on pourrait rester 1 heure à poser des questions uniquement sur ce texte, parce que, bon, c'est normal. Je pense que vous connaissez un peu, peut-être, enfin pas normal, peut-être pas beaucoup, ni l'un ni l'autre, je ne sais pas. Mais moi, je vous ai donné une autre feuille, si vous voulez. Alors, pour rester des heures, hein, on ne le fera pas, bien sûr. Parler de Jean Bosco, mais j'ai mis sur cette feuille quand même ce qui m'a semblé être les 8 étapes de la vie de Jean Bosco. Et je pensais, bon, à chaque étape, on raconter, c'est une vie comme la vie de tous les saints, qui est très riche. Mais peut-être je prendrai seulement chacune des étapes et puis vous raconter 1 ou 2 petits événements ou grands événements concernant cette étape. Voilà. Donc, sa jeunesse. Eh bien, il est donc, c'est entre 1815 et puis 1844. Jean Bosco, je vous dirais simplement ceci de sa jeunesse. Il est né un 15 août 1815. Il est né d'une famille très modeste. C'est un paysan d'origine. Il est né dans la banlieue de Turin, ou plutôt dans la province d'Asti, dans la région du Monferrate, à côté d'une petite ville qui s'appelle Castelnuovo. Son père, Francesco Bosco, il avait déjà un garçon, parce que sa première femme est décédée quand son premier garçon avait 2 ans. Et donc cet homme-là, Francesco Bosco, s'est remarié à Marguerite Occhiena, qui sera la maman de Bosco. Donc Jean Bosco, il avait un demi-frère, Antoine. Il a eu un premier frère, Joseph. Et Jean Bosco est né, le dernier, en 1815. Donc, c'était 3 frères. Maman Marguerite Bosco est restée veuve très tôt, puisque Jean Bosco n'avait que 2 ans lorsque son père est mort. Donc, sa maman est restée veuve, donc je vous l'ai dit. Très tôt, elle avait la charge d'une famille de 3 garçons, plus une grand-mère, qui était la mère de son mari. Je dis ça parce que donc, Jean Bosco a connu très tôt, il a connu quoi? Il a connu d'abord l'absence de père. Je crois que ça a beaucoup marqué sa vie. Parce que tous les jeunes qu'il a rencontrés ensuite, qu'il a voulu aider, eh bien, en un sens, plus ou moins consciemment, mais il s'est situé comme leur père aussi. Et puis Jean Bosco, elle a appris la modestie très tôt. Parce que, bon, c'était le 19e siècle, c'était la campagne, bon, ce n'est pas les moyens que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc ça l'a marqué. Ce qui fait que Jean Bosco n'a pas été à l'école très tôt. Il a dû gagner sa vie. Et il a fait 3 métiers, on peut dire, avant d'aller pour la première fois à l'école. Il était garçon de café, il était garçon de ferme, et puis il a travaillé, dans 2 fermes en fait. Il a travaillé dans une autre ferme qui s'appelle chez les Molia, une famille qui s'appelait les Molia. Donc, le travail, il a connu très tôt. Et il a eu la chance de rencontrer un prêtre quand il allait travailler dans une des fermes. Et puis, ce prêtre-là, ils ont marché, parce qu'il fallait faire ça faisait des kilomètres pour aller travailler. Et puis Jean Bosco, depuis qu'il avait 9 ans,
depuis qu'il avait fait un rêve, il avait fait un rêve et depuis il voulait être prêtre. Alors, je ne vais pas vous raconter son rêve, mais le but, l'idée de ce rêve, c'était ça. Il voulait être prêtre. Il a raconté ça à ce... Donc Calosso, il s'appelait, qu'il a vu sur la route. Il lui a dit, moi, j'aimerais un jour être prêtre, mais bon, actuellement, je travaille dans une ferme. Et ce vieux prêtre Calosso, là, a voulu l'aider. Il lui a dit, si tu veux, eh bien, je t'aiderai déjà à avoir un rudiment, disons, d'éducation scolaire. Il a commencé à l'aider. Donc Jean Bosco a commencé comme ça. Malheureusement, ce Don Calosso-là est mort moins d'1 an après. Ça a rendu le jeune Jean Bosco très triste, évidemment. Et heureusement que Don Calosso avait pris contact avec un oncle de Jean Bosco, et par ce biais-là, Jean Bosco a pu être admis enfin, il avait à ce moment-là 16 ans, dans une école, dans le village de Castelnuovo, qu'on appelle depuis Castelnuovo Don Bosco. Donc Jean Bosco a commencé à étudier, et c'était pourtant son grand désir, il a commencé à étudier dans une classe à 16 ans. Je pourrais vous dire que lorsqu'il est rentré pour la première fois dans la classe, les jeunes se sont moqués de lui. Pourquoi? D'abord, il était plus vieux que les autres. Les autres avaient 13-14 ans, lui, on avait 16 ans. Et puis, il était mal habillé, il était paysan. Hein? Donc, voilà, il n'avait rien, disons, pour être aidé, pour commencer. Mais ça ne l'a pas découragé. Ça ne l'a pas découragé. Et puis, c'est comme ça qu'il a commencé. Alors, ceci, c'était pour 16 ans, donc c'était en 1831. Et la première école qu'il a fréquentée, c'était dans une ville qui s'appelle Chieri. Il a fait ses cours, et son objectif, il n'a pas perdu, il voulait rentrer au séminaire. Il est rentré dans le séminaire. Alors, il y a eu 2 époques dans son séminaire qui l'ont beaucoup marqué. Il a fait une première époque entre 1835 et 1841, pendant 6 ans. Pendant 6 ans, il a été séminariste. Donc en 1935, il avait 20 ans, entre ses 20 et 26 ans. Mais c'était l'époque où, au séminaire de Chieri, eh bien, la formation était ce qu'on appelait une formation rigoriste. Rigoriste. C'est-à-dire que, bon, c'était très traditionnel. Pour prendre un exemple simplement, les séminaristes, par exemple, quand vous voyez les formateurs passer dans des cours, etc., on saluait bien bas, etc., mais on ne pouvait pas leur parler facilement. Jean Bosco était bon, il a suivi très bien ces années. Il a été ordonné prêtre après cette formation. Il a eu la chance de rencontrer, alors il était ordonné prêtre en 1841, il a été nommé à Turin. Mais il a eu la chance de rencontrer un prêtre, pas beaucoup plus âgé que lui, mais qui avait une expérience, il avait quand même 10 ans, 15 ans, je crois, plus que lui. Donc à Fasso, il s'appelait, dont l'église a fait un saint d'ailleurs, entre parenthèses, le Piémont de l'époque, il y a une pépinière de saints, parce qu'il y en a eu plusieurs. Jean Bosco n'était pas le seul, ne sera pas le seul canonisé.
ferme la parenthèse, dont Burkina Faso a rencontré le jeune prêtre Bosco, il lui a donné un bon conseil. Il lui a dit tu es prêtre maintenant, bien, mais je pense qu'il faut que tu prennes un peu de temps pour découvrir, disons, le monde. D'abord, je ne sais pas comment il lui a dit, mais d'abord il a voulu lui dire tu viens de la campagne, tu arrives à Turin, la capitale du Piémont, c'est quand même pas pareil. Et puis, tu as beaucoup de choses à découvrir. Tu as dit, si tu veux, il faut que tu gagnes un peu ta vie quand même. On lui a proposé à Jean Bosco, de s'occuper d'un groupe de jeunes filles qui était dirigé par une marquise qui s'appelait Barolo à l'époque. Bon, c'était pour gagner un peu d'argent. Alors, dont Cafasso lui a conseillé ça, mais en même temps il lui a dit prends quelques années quand même pour découvrir le monde. Alors Jean Bosco, bon, il a aidé le groupe de la marquise, et puis avec Don Cafasso, c'était un homme extraordinaire. C'était un homme qui entre autres s'occupait beaucoup des prisons de Turin. Il y avait 3 prisons à l'époque à Turin. Et c'était l'époque où il y avait aussi beaucoup de condamnés à mort. Et donc à Faso, c'était lui qui accompagnait des condamnés à mort sur des bio à Turin. Il lui a dit Jean Bosco, donc il faut que tu découvres ce monde. Parce que pourquoi ils sont en prison, pourquoi ils sont condamnés comme ça? C'est parce qu'ils n'ont pas d'éducation, parce qu'ils n'ont pas de formation, pas de soutien familial. Donc il a aidé à prendre conscience de ça. Jean Bosco, il a pris conscience de ça. Un peu. Et très vite, Don Cafasso lui a fait en même temps découvrir une autre façon de comprendre la théologie, disons. Il a fait découvrir Saint Alphonse de Liguori, qui avait créé au XVIIe siècle à Naples les premiers patronages en Italie. Donc Jean Bosco, jeune prêtre, a découvert tout ça en même temps. Une théologie beaucoup plus ouverte, le monde de la délinquance, le monde des jeunes sans formation, totalement difficile. Et Jean Bosco, il s'est passionné. Il a pensé qu'il avait quelque chose à faire dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que jusqu'en 1844, donc pendant 3 ans après son ordination, eh bien, il a continué sa formation grâce à ce don Cafasso. Donc voilà, pour vous situer un petit peu les origines de ce qu'est devenu, ce que l'on a appelé après Don Bosco. Bon, je ne peux pas, vous voyez, le temps passe, mais j'ai mis 2 jeunes prêtres. Bon, jeune prêtre, 44-52, je vous dirais une chose simplement. Jean Bosco ayant découvert ceci, il a voulu trouver un lieu pour accueillir les premiers jeunes qu'il rencontrait. Et alors, il a trouvé une petite maison d'un monsieur qui s'appelait Pinardi, c'est pour ça qu'on a appelé cette maison Casa Pinardi, et qui est devenu qui n'existe plus, la petite maison,
mais c'est maintenant à Turin, c'est le centre international du monde salésien. Mais à l'origine, en 1844, donc c'est la petite maison qu'il avait, et c'est là qu'il a commencé à accueillir les tout premiers jeunes de la rue, et en 1944. Et il a appelé cette maison un oratoire. Il a voulu en faire un oratoire. C'est-à-dire qu'il accueillait les jeunes, d'abord parce que ces jeunes-là, ils étaient... Bon, bien sûr, tous, ils venaient de la campagne, parce qu'ils venaient à Turin pour trouver du travail. Mais ils avaient perdu leurs racines, si, comme d'autres jeunes d'aujourd'hui. Ils avaient perdu leurs racines, en particulier chrétiennes. Donc, les questions de foi, les questions de chrétiennes, ça foutait pas mal, pour dire vulgairement les choses. Donc, Jean Bosco a voulu les aider à retrouver un peu leurs racines chrétiennes, en même temps qu'il a voulu les aider à trouver du travail, à trouver un employeur, etc., à droite et à gauche. Donc, sa petite maison Pinardi, ça a servi d'abord à accueillir ces gamins, ces adolescents, plutôt, il y avait des garçons de 15, 16, 17 ans, 18 ans, hein, et pour les aider dans ce sens-là. C'était son premier travail, à Turin, surtout les années 1844-1852. 3, je pense assez vite, mais bon. L'apôtre du Val-de-Caux, 53-58. Là, 3 choses que je peux vous dire qui me semblent importantes. Une première chose, c'est que à l'école de François de Sales, pour reprendre François de Sales dont on parlait au début, Jean Bosco, très vite, il a eu l'objectif d'aider le monde plutôt populaire de Turin à avoir la possibilité d'avoir une presse chrétienne. Et dès 1853, donc il était déjà prêtre depuis 12 ans quand même, hein, il avait 38 ans quand il a commencé. Et il a créé ce qu'on appelait alors en italien les letture cattoliche, c'est-à-dire des petites revues, alors ce n'étaient pas des gros bouquins, mais des petites revues qu'il a voulu très bon marché, simple, langage simple, mais aidant, disons, à la formation à la fois humaine et chrétienne du milieu populaire qu'il rencontrait, ou qu'il voulait rencontrer. Les lectures catholiques, comme on dit en français, hein, lecture catholique, ça a eu un immense succès. Bon, c'était publié pendant quand même une vingtaine d'années. Mais c'est incroyable, parce que moi j'ai travaillé là-dessus quand j'étais à Lyon, mais il y a eu plus de 200 fascicules exemplaires de sortie. Et certains ont été tirés jusqu'à 18 000 exemplaires. Pas les premiers, mais donc c'est une influence très importante sur la formation humaine et chrétienne de la population du monde populaire du Piémont de l'époque. Donc ça, il l'a fait. C'était, disons, les premiers pas des lectures catholiques. Il a souhaité ça. Parallèlement à cela, je ne sais pas comment il a fait, Jean Bosco, parce que, voilà, on dit rapidement, mais il faisait 36 choses en même temps. Parallèlement à ça, il a créé, ce qui est toujours intéressant, entre 1850 et 1864, donc ça déborde un peu ce que je vous ai mis, la peau de Val-de-Caux, mais c'est important. Il a créé pendant 14 ans ce qu'il a appelé les randonnées d'automne. Les randonnées d'automne, c'était quoi?
C'est-à-dire qu'il s'est dit, ces jeunes-là, ils ont besoin de sortir, pas de se promener nécessairement, mais chaque automne, il a pris l'habitude, c'était le début des vacances, les vacances à l'époque, c'était au mois d'octobre. Hein. Donc en général, c'était la première semaine d'octobre, ou à peu près par là, il prenait 8 ou 10 jours de marche avec, c'était nombreux, c'était à peu près 25-30 jeunes, et puis il partait avec eux pour leur faire découvrir un peu la région, enfin, voilà, sortir, disons, du monde difficile qui était le leur à Turin, et il avait des contacts avec les prêtres qu'il y en avait un peu partout, hein, autour de Turin, pour être hébergés, pour être reçus, et les relations étaient très bonnes avec le clergé piémontais, il était connu. Alors, je l'ai raconté ça dans ce livre, mais j'ai trouvé ça pour moi, c'était très intéressant. Alors, il a pu faire ça pendant quand même 14 ans, c'est beaucoup. Hein. Après, il a dû arrêter parce que, bon, il y avait autre chose aussi à faire. Hein. Mais les randonnées d'automne, ça a été un point très formateur pour ceux qui l'ont suivi après. Et puis, en 1854, parmi les jeunes qu'il a reçus, bon, il faut bien comprendre qu'il y avait des jeunes il y avait deux types de jeunes qu'il a reçus. Parce que son souci, c'était des adolescents pour leur formation professionnelle, disons, mais aussi d'aider des jeunes, il avait en tête de les aider à se mettre à travailler aussi pour les services de jeunes plus défavorisés qu'eux. Parce que ce qu'il a fait jusqu'ici, bon, il n'était pas seul. Il faut bien il ne pouvait pas d'ailleurs, il ne pouvait pas être seul. Et donc, il avait eu l'audace d'inviter, de repérer un certain nombre de jeunes un peu plus âgés, qui avaient 18, 19, 20 ans, 22 ans, pour l'aider, travailler avec lui. Et parmi ces jeunes, il y en a un qui est arrivé en 1954, il s'appelait Dominique Savio. Bon, Dominique Savio, vous connaissez son nom, hein, vous connaissez un peu sa vie, mais c'est un de ces jeunes qui a été donc dans la maison de Bosco, qui a bénéficié, je crois aussi, de la formation dans cette maison, mais qui est devenu lui-même, et il n'était pas le seul, on peut dire apôtre des autres jeunes qui fréquentaient la maison. Parce que Dominique Savio, c'est un caractère, bon, ce n'est pas l'occasion de le raconter maintenant, un caractère un peu, j'allais dire, spécial, vraiment un caractère, un chrétien solide, quoi. Enfin, il avait été, quand il est arrivé à Valdoco, il a vu Jean Bosco, Jean Bosco lui a dit, pourquoi tu viens ici, dans le centre? Il dit, je veux être ça. Bon, alors comment il faut faire? Jean Bosco lui a dit, ah, tu veux être ça? Sois joyeux. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Bon, et alors Jean Bosco, et Dominique Savio, il a apprécié cette réponse. Et puis bon, en un sens, il a aidé, il a travaillé à son niveau, mais avec Jean Bosco. Donc ce sont trois événements, ceux-là, différents, mais qui se complètent. Pour moi, les randonnées d'automne, lecture catholique et l'arrivée de Dominique Savio. 4. Le fondateur religieux, 59-66. Que dire? Ah, que dire? Il faut bien comprendre qu'on est, on en a parlé tout à l'heure, on est dans une période agitée en Italie.
période agitée. C'est la période, bon, il y a des royaumes, il y a des gens qui veulent l'unité italienne, il y en a qui sont pour le pape, d'autres contre le pape, d'autres qui veulent que... C'est très compliqué. Il y en a qui sont pour faire une révolution, pour tout changer, etc. Bon. Chez Don Bosco, c'était pareil. Les esprits étaient divisés, normal. Hein? Il y avait des jeunes qui étaient là, des jeunes... il n'y avait pas encore de Salésiens, mais j'en parlerai un petit peu après. Ils étaient divisés eux-mêmes. Il y en avait qui étaient pour le roi de l'époque, il y en avait qui voulaient une république, il y en avait qui voulaient le renversement des états pontificaux, etc. Bon. Jean Bosco était pris et voulait travailler avec tout le monde. En plus, Jean Bosco, il voulait, parce qu'il avait besoin d'agrandir sa maison, il recevait beaucoup de jeunes, alors il avait le don de savoir créer des relations avec tout le monde. Ah. Le gouvernement à l'époque était plutôt anticlérical. Jean Bosco avait de très bonnes relations avec le ministre Crespi, qui était responsable de l'éducation dans le gouvernement piémontais à l'époque. Parce que le ministre l'avait dit, il avait mis à la porte beaucoup de personnes, de religieux, de prêtres, mais il avait rencontré Jean Bosco et puis il lui avait dit, écoutez, moi je trouve que c'est bien, hein, vous accueillez les jeunes complètement paumés, laissez à la rue, là. Non, il avait encouragé et il avait toujours voulu aider Jean Bosco. Donc c'est pour dire que Jean Bosco avait autant des relations avec ces anticléricaux, en un sens, qu'avec les responsables de l'Église. Et il avait de bonnes relations avec les papes de l'époque, en particulier avec Pie IX, dont on a parlé tout à l'heure. Bon. Donc, mais c'était une époque troublée. Et il avait l'habitude, Jean Bosco, on lui demandait pas qu'est-ce que vous pensez, vous êtes pour ou contre. Lui, comme il voulait travailler avec tout le monde, pour le bien de la jeunesse, il disait, moi je pratique la politique du Notre Père. Alors on pourrait dire, on peut se dire, moi quand j'étais jeune salésien, quand on m'a dit ça, oh, je trouvais ça bizarre. Maintenant, je comprends. Parce que je veux dire, moi, dans ma communauté, par exemple, aujourd'hui, on est 8. C'est normal. Politiquement, on est partagé. On ne pense pas tous pareil. Mais il y en a qui sont plus favorables à Macron, d'autres à Fillon, d'autres à... bon, etc. On est différents. Mais moi, je dis, c'est normal. Normal. Mais moi, je dis, j'essaie de pratiquer la politique de notre Père. Parce que je me dis, il faut respecter chacun, mais moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un homme politique, je suis religieux. Donc, bon, ben, je suis là pour accueillir tout le monde. Jean Bosco, en tout cas, c'est ça qu'il m'a appris. Il a appris à savoir accueillir tout le monde, comme prêtre qu'il était. Donc c'est pour ça que je comprends très bien maintenant, hein, lorsqu'il disait « je pratique la politique de notre Père ». C'est ce qu'il avait à faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idée, mais donc respectons chacun. Donc il y avait donc, je ne peux pas, l'histoire de l'Italie de l'époque, où il y avait ça. Hein. Et à cette même époque, en 1859, date importante, eh bien, il a créé la fondation officielle, disons, de la Société de Saint-François de Sales. Alors, comment ça s'est passé? Ben, en disant rapidement, un jour, c'est quelques mois avant, mais il a invité dans son bureau ou sa chambre, il y avait une vingtaine, disons, de jeunes gens qui vraiment étaient engagés pour aider Jean Bosco, et puis qui voulaient faire quelque chose pour l'Église. Et Jean Bosco leur a dit, ah oui, ce que j'ai oublié de le dire, en 1858, un an avant,
Jean Bosco a fait son premier voyage à Rome. Parce qu'entre-temps, le pape Pie IX de l'époque avait entendu parler de Jean Bosco, et puis il avait invité à venir le voir à Rome. Donc, Jean Bosco est parti après, il a été 14 fois, je crois, tout à Rome, voir le pape. Mais ça, c'était le premier voyage à Rome, en 58. Et en gros, Pie IX lui a dit, Jean Bosco, il n'y avait pas Internet à l'époque, mais il avait quand même des renseignements. Je lui ai dit, je sais ce que vous, jeune prêtre, comme ça, vous faites à Rome, c'est très bien. Je souhaite que ça continue. Mais, alors, je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça comme ça, mais en gros, il lui a dit, vous n'êtes pas éternel. Et je souhaiterais que vous créiez une société qui continuera ce que vous avez commencé. Donc c'est le pape, Jean Bosco, il n'avait même pas pensé à ça. C'est le pape qui l'a encouragé. Et alors, ça peut être très simple, hein, mais c'est pour ça qu'en 1959, Jean Bosco a fait ses premières constitutions, hein, et en 1959, officiellement, a été créée la société de Saint-François de Sales. Je vois qu'il est 4h moins 2, donc je ne vois pas beaucoup de choses, mais je vous dirais quand même, je pense qu'il faut le dire, dans le point 5, la pleine maturité. 67-74. Pour vous donner un exemple, oui. À l'époque, à Turin, bon, bien sûr, c'était un archevêché, il y avait l'évêque à Turin. À l'époque de Bosco adulte, jusqu'à la fin de sa vie, il y a eu 3 évêques à Turin. Jean Bosco s'est très bien arrangé avec le premier. Très bien arrangé avec le dernier, c'était le cardinal Elimonda. Entre les deux, il y a eu un grand évêque. Un grand évêque qui s'appelait Monseigneur Gastaldi, qui a été 22 ans évêque à Turin. Et Monseigneur Gastaldi connaissait Jean Bosco depuis très longtemps, puisque sa maman a travaillé au début à l'oratoire de Turin, a aidé à l'oratoire de Turin. Donc ils se connaissaient très bien, très très bien. Ils étaient amis, très amis. Mais il y a eu une fracture. Il y a eu 2 périodes dans les relations entre Bosco et Gastaldi, entre les deux. C'est pendant à peu près la première moitié de Monseigneur Gastaldi, évêque de Turin, la relation était très bonne. Très bonne. Et dans la moitié, les relations se sont dégradées. Monseigneur Gastaldi, c'est un grand monsieur. Vous voyez, un grand monsieur, sûrement, qui avait trouvé sa vie. Hein. Mais le problème de tension qu'il y a eu, c'est que quand Jean Bosco a voulu créer sa société salésienne, Jean Bosco avait tout de suite l'idée de faire quelque chose, de ne pas rester, disons, dans le diocèse de Turin. Oui. Et donc, il y avait aussi, le pape lui avait dit de créer une société. Et donc, il pouvait soit créer une société diocésaine, soit créer une société de droit, comme on dit aujourd'hui, de droit pontifical. Mais une société de droit pontifical, ça veut dire qu'elle est exempte, elle ne dépend pas, elle ne dépend pas, bien sûr, mais de l'évêque du lieu. C'était la source de tension importante. Parce que, parce que Monseigneur Gastaldi, lui,
il disait c'est très bien ce que vous faites dans Moscou, c'est très bien, mais il aurait voulu garder ça pour Turin. Bon, ça a été l'attention. Hein. Et alors, voilà. Donc, et en fait, ça n'a pas été simple de créer les constitutions, disons, de la société italienne, mais bon, c'est une société de droit pontifical. Hein. C'est-à-dire que nous, quand on vient d'un diocèse, Nice par exemple ici, bien sûr, on ne vient que si, d'abord, je présente bien sûr, enfin, notre provincial, bon, fait des démarches où l'évêque d'abord me demande si c'est possible, etc. Bon. Et puis bon, on a toujours des bonnes relations, on va travailler au service du diocèse où on est, vous voyez. Mais moi par exemple, si je suis à Nice depuis 15 mois, eh bien, parce que c'est mon provincial qui m'a déplacé. Puis un jour, quand, bon, pour une raison ou pour une autre, il voudra me mettre ailleurs, ben, il sera ailleurs. Hein. Mais je crois que c'est important. Moi, quand j'ai quitté le diocèse d'Angers, eh ben, j'ai fait une lettre à l'évêque d'Angers pour le remercier du travail que j'ai pu faire sur le diocèse d'Angers et puis la bonne collaboration qu'on a eue entre nous. Mais on ne dépend pas d'abord de l'évêque du lieu. Bon, je vous dis ça pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, écoutez, je tiens, bon, on pourrait dire bien autre chose, mais on ne peut pas, on n'a pas le temps. Je suis content d'avoir pu vous expliquer un petit peu quelques passages de la ville de Moscou. J'ai mis sur la table là, c'est pas pour les... D'abord, j'ai mis sur la feuille que vous avez la référence de 3 livres. Si vous voulez, ceci, ce sont 2 petits livres. Donc, il y a beaucoup de gros livres aussi, 2 petits livres très bien faits. Un sur François de Sales, celui-là sur Jean Bosco. Bon. J'ai mis aussi sur le bas de la feuille que vous avez un jeune à la foi, condamné, coordonné, pardon. Donc c'est intéressant aussi. J'ai mis ici 2 livres sur le système préventif. Bon, on n'a pas pu en parler, mais enfin, ça s'oppose au système répressif. Hein. C'est un peu le noyau, disons, de pédagogie au monde salésien. Et puis ici, ce sont des paroles d'éducateurs à la manière de Don Bosco. Alors, ces 5 livres-là, puis il y en a encore de l'autre côté, c'est pour vous. Hein. Donc, c'est pas à vendre, je vous les donne l'un et d'autres. Donc, vous pouvez les prendre. Hein. Comme les revues qui sont là, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les prendre. Je vous les donne. Hein. Voilà. Pas peine de vous remercier. Voilà. C'est bon. Hein. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous remercie. Voilà. Hein, vous m'avez écouté. Et puis j'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu mieux. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.